Bonsoir à toutes et à tous. La réunion publique de ce soir est organisée par la municipalité de Monterrain et s'adresse en priorité aux habitants de notre commune et aux riverains des communes environnantes impactées par le projet éolien du Chentor. Autrement dit, cette réunion s'adresse aux personnes opposées au projet ou indécises. Ou indécises, afin de les informer des risques et nuisances qu'elles encourent. Cependant, les personnes présentes et soutenant le projet peuvent assister à cette réunion et je tiens à les informer que je respecte leur choix, mais je ne les empêcherai pas non plus de revoir leur position. Je rappelle que le conseil municipal de Monterrain, dans sa séance du 30 juin dernier, s'est prononcé à l'unanimité contre la réalisation d'un parc éolien sur la zone du Chentor. Différents intervenants vont s'exprimer ce soir pour nous éclairer sur les risques et nuisances liés à la proximité des éoliennes et je les en remercie. En tant que premier magistrat de la commune, je me dois d'informer la population sur ces risques et nuisances. L'énergie éolienne manque de courant. L'énergie. C'est la pile. Oh. Peut-être la pile du micro. Mais ça vient pas des micros. L'énergie éolienne est une énergie aléatoire, intermittente, anti-écologique et ruineuse. Le défi éolien peut très bien devenir une aberration financière, comme l'ont été les emprunts toxiques souscrits par de trop nombreuses communes. Les sociétés qui construisent et gèrent les éoliennes peuvent faire faillite et personne ne sera capable de financer leur démantèlement. À titre d'exemple, les USA ont actuellement 14 500 éoliennes abandonnées suite à des faillites. Je crois que c'est pas vrai. Pourquoi vouloir nous faire croire qu'il faut multiplier les parcs éoliens alors que la France produit déjà 15% d'électricité en trop que l'on essaie de revendre à bas prix aux autres pays? Les fabricants d'éoliennes et ceux qui les installent le font parce qu'ils ont la garantie d'EDF, qui est leur seul client, de racheter pendant 15 ans au moins l'électricité qu'ils produisent entre 3 et 4 fois le prix auquel EDF l'aurait produite elle-même. Ils ne prennent donc aucun risque. Ce modèle économique devrait être enseigné dans toutes les écoles de commerce du monde. Imaginez, j'ai un client unique, il est obligé de m'acheter toute ma production. Il n'a pas le droit d'aller voir d'éventuels concurrents qui la vendraient moins cher, et mieux encore, il m'achète ma production même quand il n'en a pas besoin. Il faut savoir qu'une éolienne rapporte entre 7 000 et 8 000 euros aux propriétaires sur le terrain duquel elle est implantée. Par an? Par an. Un propriétaire foncier peut gagner 80 000 euros s'il accepte d'avoir une dizaine d'éoliennes chez lui. Qui refuserait un tel revenu? Certainement pas les agriculteurs qui sont dans la situation économique catastrophique que l'on sait. Certainement pas non plus, mais là dans un autre esprit, les propriétaires fonciers qui habitent en ville, loin de leurs biens fonciers, loin donc des futures éoliennes, dont ils se moquent bien des effets sur la santé des habitants, dont ils ne sont pas, et qui trouvent ainsi un moyen de maximiser leurs profits. Pour résoudre définitivement ce problème, il y a des mesures extrêmement simples à prendre. La principale, c'est de supprimer la surprime de l'État sur le rachat de l'électricité produite par les éoliennes. Aussitôt, les consortiums étrangers, ces vautours qui sont derrière la prolifération de l'éolien, se retireront pour aller chercher ailleurs une bulle financière de même nature et délaisseront la France. Cela aura pour effet bénéfique de redonner de l'air, si j'ose dire, à EDF, sur le plan financier, tant notre fleuron industriel est plombé par cette électricité d'origine éolienne qu'on lui impose de racheter alors qu'elle n'en a aucun besoin. Je n'admettrai jamais qu'on veuille nous imposer l'installation de telles machines d'une dimension irrationnelle
de 178 mètres 50. Ça fait 50 étages d'un immeuble. Nous sommes les protecteurs du patrimoine naturel de la commune. En premier lieu, il s'agit du paysage. Honnêtement, qui accepterait personnellement de voir se construire près de ses fenêtres des épouvantails de 180 mètres de haut? Mais il n'y a pas que les nuisances visuelles. Il faut aussi prendre en compte les nuisances sonores, le bruit, les infrasons, les courants vagabonds, qui ont des répercussions sur la santé des humains et des animaux. Et qu'en est-il sur la santé des femmes enceintes et le développement des jeunes enfants? Peut-on risquer dans quelques années un procès comme celui du médiateur ou de l'amiante pour avoir porté sciemment atteinte à la santé de nos concitoyens? Aujourd'hui encore, de puissants groupes nous affirment que certains produits, tels le Roundup par exemple, ne seraient pas dangereux, alors que la MSA accepte de prendre en charge et d'indemniser au titre d'une maladie professionnelle, cancer en général, des victimes de ce produit. Je n'accepterai pas que la santé de nos concitoyens soit mise en jeu. Je n'accepterai pas que le panorama et la vue de cette crête boisée d'un charme indéniable soient dégradés par ces affreuses machines. Je n'accepterai pas que les terrains constructibles les plus proches situés face à ce projet, 6,50 hectares actuellement, deviennent invendables. Je n'accepterai pas que nos enfants et petits-enfants nous reprochent d'avoir été laxistes et de leur avoir transmis un état des lieux catastrophique. Je n'accepterai pas que notre belle et agréable commune, en plein développement, devienne une commune apathique, figée, sinistrée, faute à ses épouvantails. Sur ce dossier, je ne céderai pas d'un pouce par rapport à notre détermination actuelle et ma motivation à le défendre n'aura pas de limite. Je n'accepterai aucun compromis avec le lobby éolien. Je n'accepterai aucun compromis avec le lobby éolien, car notre commune n'est pas à vendre. Alors battons-nous. Je vous remercie. Merci. Je vais maintenant donner la parole à Madame Anne-Marie Roby, qui est la déléguée départementale de l'association Sites et Monuments de France, anciennement Société pour la protection des paysages et l'esthétique de la France. C'est cette association qui a saisi le tribunal administratif de Rennes contre le projet éolien de la forêt de la Nouée et qui a obtenu gain de cause, puisque le jugement lui a donné raison sur les 6 recours invoqués. Je précise que si vous voulez vous entretenir avec les refrains, la SPAF est repérante dans ce recours, il y a également les refrains et qui sont là ce soir si vous voulez parler, ils pourront répondre à vos questions. Donc, moi je vais vous présenter les choses très simplement avec des documents, des choses incontestables, et comme ça va vous permettre de vous faire votre idée. Donc, tout d'abord, le contexte énergétique national et régional. Alors, donc, je prends un document qui est le document RTE, Réseau de transport d'électricité, Enedis, et également le syndicat des énergies renouvelables. Donc, tout le monde est d'accord pour cautionner ces chiffres-là. Panorama de l'électricité renouvelable en 2016. Alors, regardons. Le parc éolien, parce que souvent on confond puissance et production. La puissance, c'est donc la capacité à produire de l'électricité. En Bretagne, on a une puissance de 913 MW. Donc, on va voir quelle est la production. La production est de 1477 GWh. Et ce qui est très intéressant, voilà, c'est le facteur de charge. Regardez bien, 19%. C'est-à-dire qu'une éolienne ne fonctionne qu'à 19% de sa puissance. Ah, ça, ce sont les chiffres de 2016. L'année précédente, c'était un peu mieux. Bon, mais 19%, c'est quand même un chiffre qui fait réfléchir. Parce que généralement, on nous propose des résultats qui ne tiennent compte que de la puissance. Voilà, 19%, très faible facteur de charge. On va voir maintenant quelle est la couverture
structure de la consommation par la production éolienne en 2016. Eh bien, vous voyez, l'éolien ne fournit que 6,6% de l'électricité que l'on consomme. Pourtant, on en a beaucoup d'éoliennes en Bretagne. Regardons dans l'ensemble de la France. Je ne sais pas quelle idée vous vous faites. Bon, les éoliennes en France, elles produisent combien de notre électricité? Mentalement, vous dites un chiffre, vous allez voir, 4,3%. Hein? Donc, voilà les chiffres. Regardons, on nous parle beaucoup de CO2, d'économie de CO2. On nous vante beaucoup le modèle allemand. Alors, émission de CO2, je n'ai trouvé que 2011, hein, mais bon, ça n'a pas beaucoup changé. Regardez l'Allemagne. L'Allemagne est le deuxième après les États-Unis pour la production de CO2. Regardons où est la France. La France est quand même pas si mal placée. Hein. On ne produit pas beaucoup de CO2. Regardons maintenant, toujours le modèle allemand. Les énergies renouvelables, les voilà, en vert. Hein, énergie renouvelable, 30%. C'est vrai qu'ils en ont beaucoup. Mais regardons quelles sont les autres sources d'énergie. Pétrole, alors, pétrole, un petit peu. Gaz, 8%. Charbon, 18,2%. La source d'énergie la plus polluante. Et le lignite, qui est un combustible encore plus polluant que le charbon. Donc voilà, vous saurez répondre quand on vous montrera, quand on vous parlera du modèle allemand. Et regardons maintenant le bilan des échanges en 2015. On se rend compte qu'on a exporté 91 TWh et qu'on en a importé 29. Donc qu'on ne nous dise pas qu'on n'a pas d'électricité en France. On a un solde positif de 61 TWh. On peut regarder, si vous voulez, on nous parle beaucoup de l'Espagne. Bon, regardez, on exporte 9 TWh vers l'Espagne, on en importe 2. Donc là encore, on est excédentaire. Alors, c'est intéressant de savoir comment est-ce qu'on peut... Bon, comment on a décidé de mettre de l'éolien, qui a décidé ça, comment ça s'est fait, est-ce qu'il y avait des règles, etc. Donc on va voir le cadre réglementaire breton et montagnais. Alors, voilà, il y a eu le schéma régional éolien, une imposture gigantesque. J'ai participé à des réunions de préparation pour le schéma régional éolien à Rennes, à la Tréale. On a beaucoup travaillé sur les paysages en se disant, bon voilà, quelles sont les zones où il faut l'interdire, etc. Et puis finalement, le préfet de région nous a fourni un document que vous avez sous les yeux. Tout ce qui est en blanc, ce sont les zones favorables à l'implantation des éoliennes. C'est-à-dire partout, sauf où il y a des contraintes techniques, aéroports, aérodromes, et le Mont-Saint-Michel, parce qu'on ne peut pas faire autrement, c'est l'UNESCO. Hein, c'est classé UNESCO. Donc, cette imposture, il a bien fallu la dénoncer. Et donc là, il y a eu 25 associations bretonnes et 4 associations nationales qui ont fait le recours contre le schéma régional éolien. Nous l'avons fait annuler. Voilà, annulation confirmée, le journal est du 19 avril 2017. Mauvaise nouvelle, Nicolas Hulot, dont on espérait beaucoup, Nicolas Hulot veut faire un recours en cassation, nous venons de l'apprendre. Donc la partie n'est pas encore terminée. Alors, comme le schéma régional éolien est annulé, il faut revenir aux documents de cadrage antérieurs. Les documents de cadrage antérieurs, c'est la charte départementale. Alors, là voilà, la charte départementale, avec ici notamment le potentiel venteux. Parce que, j'ai oublié de dire que le schéma régional éolien a été annulé en cours d'appel parce qu'il y avait notamment insuffisance d'évaluation du potentiel venteux. Alors, quand on regarde les capacités, hein, vous voyez, quand c'est bleu, le gisement est peu adapté. Bon, on se rend bien compte que c'est toute cette région du nord-ouest hein, où on ne peut pas mettre d'éoliennes, hein, parce que le potentiel venteux n'est pas bon. Moi, je compte à partir d'ici, 1, 2, 3, voilà. Ici, nous sommes, c'est là la zone. Hein, là, voilà, la zone d'implantation. Donc, faible potentiel venteux. On le verra mieux sur d'autres documents.
Ici, on a une carte de Bretagne. Donc voilà, on se rend compte, Finistère, les côtes. Ben oui, mais sur les côtes, les gens se défendent beaucoup et ne veulent pas d'éoliennes. On comprend, on ne veut pas chez nous non plus. Donc ici, bonjour, là j'ai un petit peu de mal quand même. Non, c'est ici, voilà, ici. Quelque part là, je crois. Hein. Mon terrain. Alors, et regardez où sont les éoliennes actuellement. Actuellement, donc on en a 165 dans Morbihan, elles sont justement là où il n'y a pas de vent. C'est étonnant, hein. Mais peut-être là aussi où les gens sont le plus, comment dire, le plus résignés. Le moins, je sais pas. Monsieur Macron aurait peut-être dit il l'a dit pour Jocelyn, les illettrés, je crois. Bon. Sur la carte de l'Atlas, non, c'est pas l'Atlas, c'est la charte départementale, hein, donc le document de cadrage. Ici, il n'y a pas de problème. Voilà, moi j'ai bien situé mon terrain. Je l'avais situé en tout cas. Je pense que c'est ici. Secteur potentiellement très peu favorable ou interdit à l'implantation des éoliennes. C'est clair? Oui. Alors, il y a un autre document qui est l'Atlas des paysages. L'Atlas des paysages est fait par le Conseil général, par le CAE, Conseil d'architecture et d'urbanisme et de l'environnement, qui travaille également avec le Conseil général, et la DDTM, donc l'État et les politiques. Ils nous ont fait ce document. Et les bandes jaunes, eh bien, ce sont des zones où il ne faut pas mettre d'éoliennes de manière à avoir des zones de respiration. C'est un petit peu comme dans un jardin. Il y a des zones où on ne plantera pas d'arbres. Ils se sont inspirés de ça d'ailleurs, hein, les gens qui créaient des jardins. Des zones où on ne mettra pas d'éoliennes. Là où il y a des points rouges, ce sont les éoliennes qui sont déjà installées. Alors, je vais cette fois-ci, sans faute, vous situer mon terrain. Sans faute, ouais, je ne suis pas trop sûre quand même. Hein. C'est quelque part par ici, je pense. Là, ou là. C'est là, hein. Voilà. Donc, on est dans une zone de respiration sans éolienne. Et les permis de la forêt de la Nouée ont été annulés en partie grâce à ce document. Et dans l'étude d'impact, ici, donc pour l'enquête de Caro, on vous dit que c'est un document qui est périmé. Il n'est pas périmé puisqu'il y a un tribunal qui vient de s'y référer. Alors, il y a une autre chose importante, vous voyez, c'est le schéma régional de cohérence écologique. Il a été approuvé en 2015. C'est récent. Et quand on va, le document n'était pas très clair, on recherche ça sur le site de la DIREN et on trouve réservoirs régionaux de biodiversité du schéma régional de cohérence écologique de Bretagne. J'ai mis une petite flèche noire. Voilà. On va se trouver en plein dans la zone boisée ou en lisière de boisement du chêne d'or, qui est une zone c'est une réserve, un réservoir régional de biodiversité. Beaucoup d'oiseaux, beaucoup de chiroptères. Bon. Ça fait quand même beaucoup de handicap, tout ça déjà. Hein. Alors, donc je pense que là déjà vous pouvez vous faire une idée. Hein. Donc maintenant on va voir comment est instruit un dossier. Alors la première délibération c'est celle qui a été prise à Carreau, à la mairie de Carreau en 2011. Eh bien, monsieur le maire a rendu compte à l'Assemblée de 2 réunions publiques. Je ne sais pas si vous étiez au courant, il y a eu 2 réunions publiques. Il y en a une le 16 novembre 2011 qui a réuni essentiellement les propriétaires et exploitants. Moi j'appellerais ça plutôt une invitation, mais eux ils appellent ça réunion publique. La seconde s'est déroulée le 13 décembre 2011 en présence de la Société Environnement et Énergie Locale qui souhaite installer un parc éolien sur la zone du chêne d'or en collaboration avec l'Association locale Énergie du chêne d'or. Je pense qu'ils se sont réunis avec eux-mêmes. Hein, ça doit être deux sociétés semblables. Hein, mais bon, voilà, la deuxième a été créée par la première, moi je ne sais rien. Mais bon, ils se sont réunis avec eux-mêmes. On ne sait pas s'il y avait d'autres gens, parce qu'ils étaient là, on nous dit en présence d'eux. Qui étaient les autres? En tout cas, vous n'avez pas été invités. C'est père et fils. Voilà. Alors, le
conseil municipal a approuvé à l'unanimité le fait de lancer une étude de faisabilité. Mais il faut savoir que lancer une étude de faisabilité, en réalité, ça veut dire accepter le projet. Partout, ça se fait comme ça. Donc ça, c'était 2011. Donc qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ensuite, il y a eu une autre délibération en 2012 parce qu'il y a une éolienne qui est sur le terrain de la commune de Carreau. Donc là encore, approuvé à l'unanimité. Alors, ensuite, attendez, il faut que je regarde, j'ai un autre document à vous montrer qui est en PDF, donc il faut que je le retrouve. Voilà. Ici, vous allez voir, voilà, le préfet a pris un arrêté en 2015 rejetant la demande d'autorisation d'exploiter. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir les raisons. Hein. La faible démonstration des capacités techniques et financières de la société. Le nouvel état initial chirotérologique, les chauves-souris, montrant la présence de 16 espèces. Je prends que ce qui est important en jaune. Excusez-moi. Voilà. L'impact paysager du projet situé dans une zone vierge de tout éolien. La sensibilité archéologique. Il y a des vestiges et il y a le dolmen que vous connaissez, hein, qui est juste à côté. Et la sensibilité acoustique du site. Voilà. Donc, d'accord. Donc voilà, le projet a été refusé. Et ensuite, bon, après quelques échanges avec la DDTL, eh bien, ils ont déposé une nouvelle demande. Hein, le 10 octobre 2016, Monsieur Lebel donc, a déposé une demande d'autorisation unique, parce que nous, par exemple, dans la forêt de la Nouée, il a fallu attaquer les permis de construire, l'autorisation d'exploiter, l'autorisation de défricher, la dérogation aux espèces protégées. Maintenant, tout est dans le même, c'est l'autorisation unique. Donc voilà, on en est là. Et il y a... donc l'enquête a commencé, l'enquête publique, et donc on va voir comment ça va se continuer ensuite. L'enquête publique donc, va se terminer vendredi. Oui. Voilà. Donc ici on voit bien, oui, effectivement, installation classée, permis de construire, défrichement, et ah oui, encore une autorisation à demander aussi pour le code de l'énergie. Alors ensuite, comment ça va se passer? Eh bien, c'est expliqué. Le rapport et conclusion du commissaire enquêteur, dans un délai de 30 jours. Elle va rendre son rapport à la préfecture. La préfecture va mettre 15 jours à peu près à l'étudier. Hein. Ensuite, il y a les conseils municipaux qui vont donner un avis. Le conseil municipal de chaque commune visé à l'article 3 du présent arrêté pourra, vous avez remarqué quand même que c'est que pourra, c'est consultatif, donner son avis sur la demande d'autorisation avant le 6 août. Donc, on vous invite à aller dans vos communes, assister à ces conseils municipaux, évidemment. Hein, la mairie, c'est la maison du peuple. Hein. Donc, voilà. Ensuite, le préfet, bon, on peut dire à peu près d'ici 2 mois ou 3 mois, va prendre un arrêté, ou bien un arrêté de rejet de la demande, ou bien un arrêté d'autorisation. Donc voilà ce que c'est que la procédure. Alors, impact sur les zones habitées, le patrimoine et la santé. Alors, je crois que ici, je vais donner la parole au docteur Castillon. Bonsoir, donc je vais intervenir sur la partie santé, mais en retenant quand même quelques têtes de chapitre. Hein. Pourquoi l'éolien est inutile et nuisible? Alors inutile parce que la France produit déjà un excédent d'électricité, comme l'a dit M. le maire. Inutile dans la lutte contre le réchauffement climatique, puisque en France, c'est 90% de l'énergie est produite par l'énergie nucléaire et l'énergie hydraulique, qui produit 0 CO2. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des énergies alternatives, il en existe. Il y a les usines marémotrices, par exemple, où on peut envisager des choses qui n'impactent pas les paysages,
hein, par exemple des éoliennes en mer, par exemple, qui sont beaucoup moins gênantes pour l'impact sur la population. Nuisible au marché de l'électricité, comme l'a expliqué M. le maire tout à l'heure, dans la mesure où EDF achète la peau des fesses l'électricité éolienne et il le revend à des prix cassés parce qu'on a eu un excédent d'électricité de 15%, comme l'a dit M. le maire. Par conséquent, au niveau économique, c'est une aberration. Et qui paye bah, c'est vous, sur votre facture d'électricité, une taxe spéciale, EDF, et c'est vous qui financez ce genre de choses. D'autre part, on peut dire, bon, bah, aussi c'est une filière avec du matériel qui peut être français, etc. Mais pas du tout. Le matériel il est allemand, danois, etc. Il n'y a pas. Et c'est pour ça qu'en fait, hein, les Allemands sont très impliqués là-dedans parce qu'ils ont une énergie fossile qui, en fait, ils sont beaucoup plus pollueurs que nous. Donc, le problème du CO2, qui est un problème général auquel il faut bien sûr s'appliquer, eh bien, en fait, c'est un fou problème en ce qui concerne la France. Donc, il est nuisible aussi sur les problèmes de santé que ça peut entraîner, bien entendu. Alors, la santé, qu'est-ce que c'est la santé? Selon la définition de l'OMS. Donc, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité. Alors, on comprend bien que l'implantation d'éoliennes qui font 170 ou 180 mètres de haut chez des personnes qui ont un environnement tout à fait agréable, hein, bah, ça puisse poser des problèmes d'acceptabilité. Hein. L'impact principal, c'est un impact visuel. Donc il y a des effets qui sont très mineurs, hein, comme les effets stroboscopiques dans certaines conditions. C'est-à-dire que quand ça tourne, les paletots, avec le soleil, ça peut entraîner des effets de lumière intermittents. Bon, mais en fait, ça ne peut pas provoquer quand même de crise d'épilepsie ou des choses comme ça. Ce qu'il y a de plus gênant, c'est pas le plus gênant, c'est ce qu'il y a de gênant éventuellement la nuit, c'est que comme les éoliennes sont très hautes, on est obligé de les signaler, bien entendu, avec des clignotements nocturnes intermittents. Donc ça peut effectivement gêner les riverains, hein, puisque en fait c'est fait visible par les avions, hein, donc c'est vu par la population aussi. Et donc ce clignotement, ça peut être obsédant et entraîner vraiment des problèmes de troubles du sommeil sur la population. Mais enfin, l'effet visuel principal, bah, c'est de se retrouver avec un paysage complètement dégradé à la sortie de chez soi. Ce qui peut donc à ce moment-là provoquer effectivement du stress, de l'anxiété, une hypertension artérielle, une tachycardie, un retentissement psychologique qui est majeur quand vous vivez dans un environnement qui est parfaitement agréable et qu'on vous met en face de chez vous, que vous avez ça depuis très très longtemps, et quand vous avez en face de chez vous quelque chose qui est complètement moche et que vous savez parfaitement qu'il est complètement inutile sur le plan économique, et sur le... Parce que c'est vrai, hein, on dit, bon, ben voilà, on est en train de nous sortir, ah oui, mais le CO2, il faut abaisser le CO2, mais on n'a pas de CO2 en France. On a le CO2 il est produit par quoi? Par les transports essentiellement, et le chauffage dans les habitations. C'est ça notre CO2 à nous, mais vous avez pu voir qu'on était très très loin de la production de CO2 des Allemands ou d'autres pays qui... Alors ce qu'il faut savoir aussi, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que les éoliennes, elles fonctionnent pas entre, vous voyez, sur des champs éoliens, vous avez tous vu, à moins de 10-15 km/h, zéro. Mais si vous les laissez à ne pas tourner à moins de 15 km/h, bah, à ce moment-là, ça bousille vos éoliennes. Par conséquent, EDF, eh ben, ils fournissent du courant pour faire tourner les éoliennes quand il n'y a pas de vent. Or, vous voyez que là-dessus, on est en plein dans une zone non ventée. Donc ça veut dire, comme vous pouvez le voir d'ailleurs, des implantations d'éoliennes, quelquefois on se demande, on ne voit pas les pales tourner, ou alors vous ne les voyez pas tourner, tout au ralenti. Ben, tout au ralenti, c'est EDF qui fournit l'électricité pour faire tourner. Alors ça, c'est quand même quelque chose d'hallucinant. Donc, en ce qui concerne le retentissement, donc l'impact visuel, c'est l'impact principal qui entraîne un impact psychologique majeur sur
Alors ça ne touche pas 100% des personnes, hein, parce que les personnes ne sont pas forcément sensibles à leur entourage, mais la majorité des personnes y sont sensibles, et donc ça peut provoquer des problèmes psychologiques graves et des dépressions, hein, de se retrouver avec quelque chose, sachant que c'est inutile en plus, hein, complètement inutile. Alors les nuisances sonores. Alors les nuisances sonores, alors le son qu'on peut entendre, c'est les sons qui sont compris, alors ça va être un peu technique, entre 20 Hz, c'est-à-dire c'est la fréquence, hein, Hz c'est les coups par minute en fait, hein, 20 Hz et 20 000 Hz, c'est-à-dire 20 000 vibrations par minute. Alors, ça c'est ce qu'entend l'oreille. Alors c'est la raison pour laquelle avait été décidé un éloignement des habitations de plus de 1500 mètres. Cette restriction a été rabaissée à 500 mètres, en se disant que les Allemands ils avaient encore des restrictions pour moi. Hein. Alors en ce qui concerne les bruits, les vrais bruits, c'est quelque chose qui n'est pas majeur si on recule justement les éoliennes suffisamment. Hein. Donc le bruit est entendu. Mais par contre, il peut y avoir des conditions climatiques particulières, de vent, d'hygrométrie, de choses comme ça, qui fait que, en fait, les gens peuvent entendre des choses qui peuvent être obsédantes, c'est-à-dire un bruit de zoom, 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 comme ça. Ça peut tout de même arriver, mais pas de façon constante, c'est pas la gêne principale. Alors, il y a une autre chose que produisent les éoliennes, c'est des infrasons, c'est-à-dire c'est des sons que l'oreille humaine est incapable d'entendre. Alors, les partisans des éoliennes, puisqu'on ne les entend pas, ça ne peut pas vous gêner. Alors là-dessus, donc, il y a des enquêtes, des études qui ont été faites par 2 organismes d'État. Et en fait, le problème, c'est que les méthodes de mesure avec les appareillages qu'ils utilisent pour tester ces infrasons, déjà, elles ne sont pas fiables. Donc les études qu'on fait sur les infrasons ne sont pas fiables. Donc ils déduisent qu'ils n'ont pas pu déterminer d'effets secondaires dus aux infrasons, mais qui sont dus à des insuffisances techniques. Et les 2 études qui ont été faites donc, par des organismes, par l'Académie de médecine d'une part, et un organisme officiel qui s'appelle l'ANSES ou quelque chose comme ça, ils disent en fait il faut des études complémentaires sur les champs d'éoliennes existantes parce qu'on ne peut pas conclure si ça a un effet négatif, si ça a un effet sur la santé ou pas. Alors ce qu'on sait, par contre, concernant les infrasons, des études qui ont été faites sur les infrasons en dehors des éoliennes, on sait que ça peut avoir des effets surtout chez les personnes qui ont des vertiges. Des gens soit qui ont un syndrome de Ménière, c'est-à-dire des vertiges qui surviennent un peu comme ça avec une perte de l'audition, ou alors les gens qui ont des petits calculs dans les canaux semi-circulaires qui sont dans l'oreille et qui sont responsables de l'équilibre. Donc ces petits cailloux qui sont dans l'oreille, quand ils se déplacent, ils vont frotter des structures ciliaires et à ce moment-là provoquer un vertige aigu. Alors on sent que le barras par personnes, mais ces personnes qui sont particulièrement fragiles au vertige, par exemple, on a mesuré quand même que les infrasons étaient susceptibles de bouger le liquide qui est à l'intérieur et donc de provoquer des vertiges. Alors la restriction, c'est que il faut une puissance d'émission pour obtenir des vertiges. C'est-à-dire une puissance qui est de l'ordre de plus de 100 décibels. Or, les infrasons qu'on mesure, si on les mesure à 500 ou 1500 mètres des habitations, c'est moins de 60 décibels. Mais en fait, toutes les études, les 2 études, ils disent qu'il faut faire des études d'impact psychologique d'une part, et des études de qu'est-ce que ça donne les infrasons, parce que on nous a demandé une expertise, mais en fait on est incapable de dire, parce que ça dépend aussi des conditions de vent, de l'hygrométrie, etc. Et d'autre part, les instruments de mesure qu'on a, ça ne nous permet pas de conclure dans un sens ou dans un autre. Mais jusqu'à présent, on n'a pas observé lié aux d'infrasons, d'effets secondaires liés aux infrasons sur les éoliennes. Mais ceci dit, quand vous n'avez pas observé quelque chose, mais que vous n'avez pas de moyens de l'étudier, c'est comme ça que la médecine fait des progrès. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, et puis à partir du moment où on peut les étudier, on les sait. Et là, actuellement, il y aurait au minimum un effet vu
des éoliennes, on peut très bien se donner du temps avant de mettre des éoliennes et faire des études qui soient fiables. Hein, ça paraît logique, hein, à partir du moment où on peut démontrer qu'on a une énergie qui est inutile et nuisible. Et qui coûte de l'argent, en plus. Alors, en ce qui concerne les autres effets, eh ben, en fait, ça peut avoir une action directe sur le sommeil, pour les problèmes que je vous ai indiqués. Il y a certaines personnes aussi qui sont pleines de maux de tête, mais bon, c'est pas très spécifique, à proximité des éoliennes. Il y a certaines personnes qui ont évoqué des effets sur les glandes surrénales, mais là, il n'y a aucune preuve, hein, donc on ne peut pas dire que ça a donné. Alors, les effets cardiaques, ben, les personnes qui travaillent sur les éoliennes, elles ont pas le droit d'avoir un pacemaker, mais ça, c'est vrai pour tout générateur d'énergie. Hein. Donc, le gars qui trafique dans tout matériel électrique génère un courant électromagnétique. Et les courants électromagnétiques, s'ils sont trop près, hein, c'est pour ça qu'on dit que les téléphones portables, il ne faut pas les mettre en regard du pacemaker, parce que sinon on risque d'inhiber le pacemaker. Et il y a une contre-indication, comme travail, si on travaille dans les éoliennes, si on travaille à réparer les éoliennes, compte tenu du courant magnétique qu'il y a, on interdit, c'est une contre-indication à un poste de travail d'avoir un pacemaker. Mais avoir un pacemaker dans une distance de 500 ou 2500 mètres, on ne peut pas dire que ça interfère sur le pacemaker. Par contre, du fait des problèmes psychologiques qui sont engendrés, ben, il y en a des personnes qui font de l'hypertension artérielle, qui est une maladie, hein, et qui posent des problèmes cardiovasculaires. Une tachycardie, ce qui n'est pas très très bon, d'être rapide en permanence, par le stress que ça engendre. Hein, et donc, en conclusion, l'impact sur la santé des champs d'éoliennes est surtout visuel par la dégradation des paysages et à un moindre degré sonore, mais des études complémentaires sont nécessaires et n'ont pas été faites en ce qui concerne les infrasons. Donc, dans tous les cas, il est donc indispensable, de toute façon, alors il est indispensable de se procurer l'étude d'impact si elle a bien été faite aussi. Parce que bon, il y a une législation particulière, il faut quand même étudier sur le terrain, parce que en fonction du terrain, il faut savoir quel est le bruit de fond qu'on a, et puis quel est le bruit de fond qui va être généré par les éoliennes en supplément, et si ça dépasse un certain seuil, je vais faire du technique, et bien à ce moment-là, ça pose des problèmes. Bon, en dehors des problèmes de santé, il y a des problèmes de déconstruction des éoliennes. Normalement, ça a une durée de vie de 20 ans. Alors, premièrement, ça a un impact. Alors, on nous parle de l'environnement. Alors, l'environnement, on vous met des tonnes et des tonnes de béton pour tenir la fer, du fer. Tout ça, c'est des polluants, en fait. La tonne de béton, on la laissera sur place ensuite. C'est-à-dire que ça sera inexploitable ensuite à une utilisation agricole ou autre. Puisque de toute façon, on n'a pas besoin d'enlever l'énorme quantité de béton qu'il va y avoir. Donc ça, c'est le premier point. Et deuxième point, la déconstruction, en fait, c'est obligatoire. Donc il y a une somme qui est prévue, mais qui est dans le projet normalement, hein, qui est de l'ordre de 50 000 €, sauf que la déconstruction d'une éolienne, ça coûte entre 150 000 et 500 000 €. Qui est, alors, il y a un point qui est très important, c'est que les commerçants qui implantent des éoliennes, ils se gardent bien d'acheter des terrains. Parce que jusqu'à 2011, c'était l'exploitant qui devait déconstruire à ses frais. Maintenant, c'est le propriétaire du terrain. Alors la collectivité locale qui se croit, ou le propriétaire qui croit gagner un peu d'argent avec ça, il va se retrouver avec une somme à la sortie de déconstruction qui est obligatoire et qui est prévue, qui va être considérable. De même, si on a parlé des sociétés qui déposaient le bilan, des sociétés d'éoliennes qui déposaient le bilan, qui font, aux États-Unis, il y en a plein comme ça, où ça a été effectivement la même chose, la Banque d'Afrique, et bien, le propriétaire, si l'exploitant est défaillant, au bout de 2 ans par exemple,
s'il ne retrouve pas de repreneur, et par conséquent, il va gagner un peu d'argent, mais seulement à la sortie, 50 000 euros, ou minimum 150 000 euros, plutôt 400 000, voire sur les grosses, maintenant, ils vous mettent des zones à 400 000, c'est pour 2 MW. Maintenant, ils mettent des 3 MW qui sont à 180 mètres de haut. On estime que ça peut atteindre 500 000, voire plus, à déconstruire. Par conséquent, c'est pas un bon coup pour le propriétaire du terrain, puisque c'est lui qui est responsable et qui doit déconstruire. Et sinon, s'il n'y a pas de déconstruction, parce qu'on change la législation, eh ben, ça veut dire que c'est pas 20 ans que vous avez, que vous prenez, c'est un temps indéfini où vous aurez toujours des éoliennes sous le nez, donc à attendre dans 50 ans, tout le temps, avec un truc complètement dégueulasse. Voilà ce que j'avais à dire, hein. Donc j'ai débordé un peu de mon sujet, et je m'en excuse. Voilà. Alors, je me rends compte que j'ai été un petit peu vite avec mes documents parce que je croyais que j'avais que des images, mais non, j'avais également des documents Word. Alors, ici, je vais vous montrer quelque chose qui est très important. C'est. Je vais vous mettre le plus grand. Voilà ce que dit la société EEL Environnement Énergie Locale. Composé de 8 éoliennes pour une puissance électrique cumulée de 24 MW, le parc éolien permettra de produire chaque année environ 60 millions de kWh, soit l'équivalent de la consommation électrique de plus de 10 000 foyers chauffage compris. Alors, moi j'ai appris à bien compter avec mon institutrice à l'école primaire. Alors, selon donc, cette société, Environnement Énergie Locale, donc 25 000 personnes seraient alimentées pour 24 MW installés. On part sur 2,5 personnes par foyer. C'est la référence qu'il donne aussi. C'est-à-dire qu'il y aurait 1041 personnes alimentées par mégawatt installé. Alors, on vient de voir tout à l'heure qu'on a 913 MW installés en Bretagne en 2016. Je fais mon petit calcul. Les éoliennes bretonnes installées en 2016 devaient alimenter 950 433 personnes. Alors, je cherche ma population bretonne, 3 millions et quelques. Alors, ben voilà, je trouve que les éoliennes bretonnes installées en 2016 auraient dû, selon la société EEL, alimenter 29% de la population bretonne, près de 30%. Eh oui, mais surprise, parce qu'après, quand je vais voir le bilan RTE, je trouve que l'éolien n'a produit que 6,6%, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, de l'électricité consommée en Bretagne. Et encore, je précise, théoriquement, car l'éolien ne produit pas quand on en a besoin. Donc là, il y a une erreur. Alors, s'ils ont monté leur projet financier avec ces chiffres-là, on va avoir des soucis. Hein. Alors, je reprends ce chiffre-là. Ces éoliennes qui vont alimenter 10 000 foyers. La puissance installée en France est de 11 670 MW. La production en France a été de 20,7 TWh. Donc je mets ça en mégawattheure, ça fait beaucoup de zéros. Le mégawatt installé a donc produit, voilà, je trouve un chiffre, 1 773 000. Ça veut dire que les 24 MW du Shelter auraient donc pu produire en 2016 42 millions de kilowattheures et non pas 60 millions comme il l'annonce. Donc voilà, c'est tout simple à faire comme calcul. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Et je me rends compte aussi que je n'ai pas... Alors, il y avait un document qui était proposé par M. Lansky. M. Lansky qui nous vient de Matignon, des Côtes d'Armor, et qui va nous faire un commentaire de ceci. Alors, je vais mettre trop grand, je vais mettre 125. C'est encore trop grand. Et en attendant la technique, je me présente rapidement. Donc André Lansky, je suis un simple citoyen. Donc je suis payé par personne, pas par EDF, pas par les éoliens, pas par les syndicats divers. Voilà, je suis moi-même. Et j'ai beaucoup travaillé le sujet parce que dans ma vie professionnelle, j'ai été amené à participer au vieux Grenelle de l'environnement, les dû en entendre parler. J'ai été amené à participer au débat débat national sur la transition énergétique. Et les conclusions de tout ça
font que je me suis rendu compte qu'on était en train d'enfumer les citoyens en leur faisant prendre des décisions pour des lanternes. Donc à partir de là, j'ai dit qu'il faut que je me fasse mon opinion. Et donc ça fait 6-7 ans maintenant que je travaille à la question. Donc je peux répondre à énormément de questions sur le sujet de l'éolien et de l'énergie en général. Donc là, j'ai peu de temps, mais pas occuper toute la soirée, parce que j'ai l'occasion de faire des conférences qui durent 45 minutes, plus une heure de débat derrière. Vous voyez, ça nous emmènerait peut-être un peu loin. Donc aujourd'hui, je vais juste me concentrer sur l'utilité de l'éolien. Donc si on prend un premier schéma, donc on est sur la Bretagne, et donc en Bretagne, on a à peu près 1000 MW de puissance installée. Et un jour comme je monte un petit peu. Un jour comme non. Bon, disons un jour de juillet, on est arrivé ici, alors un petit peu plus loin encore, ça va être le 4. Non, c'est pas celle-là, c'est plus haut. Alors, il faut mettre juste le schéma avec les variantes. Voilà, on s'arrête là. Donc, tant pis, on ne verra pas la date exacte, mais enfin, c'était entre juin et juillet cette année, hein, donc c'est plus récent. Et donc, en Bretagne, on a eu, sur la période la plus basse, pour 1000 MW installés, la production éolienne a été de 21 MW. 21 MW pour 1000 MW installés. Ça veut dire tout simplement que ces jours-là, pas de vent égale pas de courant. Donc si on considère que l'éolien est un apport en électricité globale sur une période d'une année, l'éolien ne peut pas être considéré comme utile dès qu'il s'agit de faire face à un appel de puissance du réseau. Et le facteur d'équilibre de l'électricité, ce n'est pas la quantité d'électricité produite à l'année, c'est la quantité de puissance disponible à chaque instant. En hiver, quand on a besoin de tirer fort sur le réseau, c'est la puissance installée qui doit être mobilisée, ce n'est pas les quantités d'électricité qu'on peut fournir sur une année. Donc, la seule valeur d'un réseau électrique, c'est de répondre instantanément aux besoins, à l'appel de puissance du dit réseau. Et ça, personne ne nous en parle. Donc, retenez ceci, c'est fondamental. Ne parlez jamais de kilowattheure ni de mégawattheure. Quand vous pensez réseau, il faut penser puissance, mégawatts, gigawatts, etc. Ça, c'est vraiment fondamental parce qu'on nous enfume vraiment là-dessus. Donc, si un éolien de 1000 MW est capable de produire 26 MW un jour où il y a peu de vent, ça veut dire que ce n'est pas une bonne énergie et elle est relative. Parallèlement, le maximum que vous voyez à la pointe, c'est 500 MW de puissance disponible. Un jour, on a eu un petit peu de vent ces derniers temps, et ça veut dire qu'on n'a même pas pu atteindre la moitié de la puissance installée en puissance disponible au réseau. C'est-à-dire que l'éolien, quand il tourne à fond les jours où il y a du vent, eh ben, il ne produit même pas la moitié de sa puissance. Il ne fournit même pas la moitié de sa puissance. Ça, c'est extrêmement grave. Bon, on monte. Dans le sens. Dans le sens. Donc on va faire. Alors on nous dit, bah oui, mais c'est pas grave, puisque en France, il n'y a pas de problème, il y a toujours du vent quelque part. Et là, je vais vous dire que c'est pas vrai. On va prendre, donc ça c'est le schéma à la même période que tout à l'heure, reprise sur la totalité de la production éolienne en France. Bon, on vous a montré tout à l'heure que ça représentait donc 12 000 MW installés. 12 000 MW installés, c'est l'équivalent de 12 réacteurs de type Fessenheim. 12. Et ça produit à ce moment-là le 4. Non, pas un peu moins. Voilà, le 4 juillet à 12 h, la puissance éolienne de France était de 417 MW sur 12 000 MW installés. Donc, étape suivante, si on revient à la Bretagne, le même jour, à la même heure, la Bretagne fournissait 28 MW de puissance au réseau.
Ça veut dire que si la France est très bas, la Bretagne est aussi très bas. Donc si on nous dit il n'y a pas de problème, il y a toujours du vent quelque part, et bien là, on peut dire c'est faux. Ce sont les chiffres officiels du réseau transfert d'électricité. Vous pouvez consulter vous-même tous les jours si ça vous amuse. Ça s'appelle ECO2 Mix, ECO2 Mix, sur le site de RTE. Et là, vous pouvez vous intéresser à tout ce qui se produit dans l'électricité en France. Bon, simplement, je voulais vous montrer que, 1, les jours où il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'électricité, mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez. 2, la puissance installée n'est pas à prendre en considération, c'est la puissance disponible au réseau qui est importante. Et 3, il n'y a pas de foisonnement de l'éolien. Quand il n'y a pas de vent, il y en a nulle part. Alors maintenant, je vais vous faire une petite parenthèse encore sur l'aspect technique. Voilà. Donc ça, c'est le profil de production de l'éolien. Donc là, on est en France. Et on est en Bretagne, ça ne change pas grand-chose, c'est le même principe. Donc vous voyez les fluctuations de cette production. Là, je vous ai dit qu'on atteignait maximum la moitié de la puissance installée. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la demande qui est à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour produire cette quantité d'électricité qui est demandée par le réseau? Les éoliennes ne fournissent pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? On arrête de consommer. On éteint l'école du village, on arrête les salles d'opération dans les hôpitaux, on coupe les frigos dans nos industries agroalimentaires, on coupe nos congélateurs à la maison, on coupe, pour arriver à 2% de la puissance installée en éolien. On marche sur la tête. Vous êtes d'accord? Qui n'est pas d'accord avec ça? C'est impossible de fonctionner avec de l'éolien pour alimenter sérieusement la production électrique. La consommation ne peut être déterminée qu'avec des outils performants. Ça veut dire quoi en conclusion? Ça veut dire que si je mets des éoliennes, on peut en mettre tant qu'on veut, il faudra toujours avoir une deuxième machine qui va s'adapter en permanence aux fluctuations de l'éolien. Ça veut dire qu'on ne va pas investir dans l'éolien, on va investir dans 2 machines. Une machine éolienne, on va dire pourquoi pas puisqu'on veut du renouvelable, mais on va aussi devoir mettre autre chose. Cette autre chose, vous en faites ce que vous voulez. Ça peut être des batteries. On connaît le prix des batteries, c'est impossible financièrement. Ça peut être de l'hydrogène. Aujourd'hui, on ne sait pas faire. La réaction de Sabatier, c'est 1912. L'invention de la réaction dite de Sabatier qui dit on va faire avec de l'hydrogène du méthane, c'est 1912. On n'a rien mis au point depuis. C'est pas maintenant qu'on va le faire. Et puis, donc, autre machine, bon, ça peut être tout ce qu'on est des cubes. Hein. Vous trouvez, il y a les steppes, alors il faut mettre des lacs dans les montagnes, il y a toutes les énergies dites d'inertie. On va faire tourner des grands meules pour récupérer l'électricité après. On va comprimer de l'air, tout ça. Mais quand on fait l'addition économique, on est dans un rapport minimum de 1 à 10. L'hydrogène, c'est 1 à 10. Si on prend de l'électricité, on en fait de l'hydrogène, on prend cet hydrogène pour refaire de l'électricité, on a multiplié le prix par 10. Est-ce que vous êtes prêts à payer 10 fois plus cher votre électricité? Vous êtes volontaires? Non. Et pour mémoire, et je vais en terminer là-dessus, pour mémoire, il faut savoir qu'aujourd'hui, vous pouvez, chacun d'entre nous peut acheter, demander à son fournisseur d'électricité de prendre une électricité 100% renouvelable. Vous le savez? Non, vous ne savez peut-être pas. Non, vous le savez. Et combien de Français ont souscrit à ce type de contrat qui justifie quand même qu'on paye un petit peu plus cher les kilowattheures qu'on consomme? Un chiffre. 4%. Donc ceux qui se disent je suis pro-éolien, si on prend la majorité en France, c'est 4% des Français. Et je pense qu'aujourd'hui, nous imposer cette énergie qui n'intéresse que 4% des Français, je pense qu'il y a un vrai problème de débat démocratique. Merci. Donc je reprends l'impact sur les zones habitées, le patrimoine et la santé. Bon, il y a des gens qui auraient pu témoigner, des gens de Montréal qui auraient pu témoigner. Vous savez, c'est la période des moissons et les gens sont très pris. Et d'autre part, quand on est un riverain, qui souffre, eh bien, on n'a pas envie de venir ici comme une bête curieuse. Hein, donc
Il s'agit d'une éolienne à 500 mètres d'une maison à Bergerot, à Mauriac. Cette dame, elle devient folle. Hein. C'est effrayant. L'impact patrimonial, bon, il faut savoir, hein, d'après les arrêts qui ont été rendus, 28 à 46% de dépréciation des biens suivant la situation des biens par rapport aux éoliennes. Et il y a eu un arrêt de la Cour d'appel de Rennes qui dit bien que le vendeur qui n'a pas signalé l'implantation future d'éoliennes à proximité du bien vendu a été obligé de rembourser 30 000 € sur le prix de vente. Donc vous avez l'obligation de le signaler, le notaire a l'obligation de le signaler, l'agence immobilière aussi et le maire également. Obligation d'informer tout acquéreur d'un bien immobilier, promesse et acte de vente. Bon, bah ça, vous voyez hein, de quoi il s'agit. Hein. C'est une photo de l'étude d'impact. Donc on imagine, bon et encore, on trouve qu'elles sont bien fines, ces éoliennes, hein, c'est un photomontage. Hein. Ici, pour préciser, je crois qu'on est au Bézi. Oui, oui. À quelques kilomètres là. Et puis, effectivement, avec les photos, la réalité, elle est loin d'être de celle-ci. Oui. Alors, je voudrais juste signaler pour ceux qui regardent les photomontages dans les enquêtes publiques. Je déborde de mon sujet, mais c'est important puisqu'on en parle. Il y a une astuce qui permet vraiment de savoir si on vous montre des choses qui ne sont pas la réalité. Il suffit de prendre, alors peut-être avec un commissaire enquêteur, parce qu'on ne peut pas sortir de documents de la mairie, prendre un commissaire enquêteur sous le bras et d'aller avec les photos sur le terrain. Et l'astuce, c'est de faire correspondre les objets qu'il y a sur le terrain par rapport aux objets qu'il y a sur la photo. Et tous les photomontages ont un biais énorme qui consiste à réduire la taille des machines présentes sur l'image. Donc la seule vérification que vous pouvez faire, c'est de prendre l'image et d'aller sur le terrain. S'il y a une bergerie, s'il y a un poteau simplement, un objet, une bergerie, un petit bout de bâtiment, quelque chose, mettez la photo en face et visez à quel endroit vous voulez vous mettre par rapport à la photo. Ben, généralement, vous avez le nez sur la photo et c'est pas encore suffisant. Donc ça veut dire que tous les photomontages, dans la plupart des cas, sont non pas truqués parce qu'il y a une règle de fabrication des photomontages, mais ils ne sont pas réels, ne montrent pas la réalité de ce que vous allez voir quand les éoliennes sont installées. Ça, c'est extrêmement grave. Donc ici, vous avez le site d'implantation, et vous remarquez, donc je l'ai extrait de l'étude d'impact, et vous remarquez qu'il y a des mesures 500 mètres. Voilà, 500 mètres par rapport à la Boire, pardon. 536 mètres par rapport à la Gajade, 576, 505 mètres par rapport à Le Bignon, et 517 mètres. Et ils se basent sur quelque chose qui est une mauvaise lecture de la loi. C'est-à-dire qu'ils pensent, ils disent que 500 mètres, c'est la distance réglementaire. C'est pas vrai. La loi dit 500 mètres minimum, au vu de l'étude d'impact. C'est-à-dire que, ici, par exemple, on n'a pas des éoliennes de 120 mètres, on n'a pas des éoliennes de 140 mètres, on a des éoliennes qui font près de 180 mètres. Le préfet va prendre en compte cette particularité quand même exceptionnelle. Donc, moi je pense qu'il y a une manière erronée de présenter la loi, hein, et ça il faut le savoir. Si on regarde ici, parce que finalement il y a quand même des documents qui montrent l'habitat au voisinage. Hein. Bon, on voit qu'il y a bien sûr Monterrain qui sera très impacté avec des monuments historiques protégés. Hein. L'église, le site de l'église, eh bien c'est protégé par les monuments historiques. Hein. Alors, il faut savoir également que les vents dominants, c'est le sud-ouest. Donc, attention, Carreau va être touché. Si les vents viennent de là, forcément, c'est par ici qu'il va y avoir un impact fort. Est-ce qu'ils l'ont bien compris? Voilà une autre carte hein, qui montre les zones qui sont très impactées. Bon, là, ils n'ont pas menti, ils sont bien obligés de reconnaître qu'il y a ici un patrimoine. Hein, il y a du patrimoine historique et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi.
Alors, il y a je vais me baser sur quelque chose qui s'est passé à Carrefour. C'est une commune à côté de Noyal-Montivy où j'habite. Là, il y avait un projet éolien qui était à 400 mètres d'un futur lotissement et à 400 mètres de l'école. À ce moment-là, il n'y avait pas la distance réglementaire des 500 mètres. On avait essayé d'expliquer au maire que c'était pas bien pour l'avenir de la commune. Sur le coup, il n'a pas compris. Le conseil municipal ne l'a pas compris non plus. L'association que je présidais, qui était une petite association locale, a fait un recours. Et puis, le temps a passé, parce qu'un recours, c'est quand même 2 ans, un peu plus, au tribunal administratif. Parfois 3 ans et demi, comme à la Nouée. Et donc là, progressivement, quand ils ont voulu vendre leur lotissement Quarec au bord de Carrefour, ils se sont rendus compte que les gens n'en voulaient pas, parce qu'il y avait des éoliennes à côté. Et là, donc c'est quand même intéressant de voir le revirement. Hein. Ils ont été assez... Bon, je ne vais pas dire... Ils ont eu la modestie de dire on s'est trompé. On s'est trompé et effectivement, maintenant on va aller en cours d'appel avec, parce qu'on a perdu en première instance, on va aller en cours d'appel avec l'association. Et c'est comme ça que la municipalité nous a rejoints. Et regardez ce que dit le maire, qui pourtant au départ était pour les éoliennes. Hein. Il constate que la procédure prolonge l'incertitude pour d'éventuels acquéreurs de terrain sur la commune. Même si je suis globalement pour le développement de l'éolien par rapport au principe de l'énergie propre, explique le maire, dont l'intérêt pour l'environnement et le développement durable est connu, mais nous aussi nous sommes pour le développement durable, je ne peux que constater que c'est plutôt une contrainte qu'un avantage pour notre commune. Hein. Et donc là, vous voyez, le Conseil a décidé par 7 voix pour et 3 contre d'intégrer la procédure d'appel du recours et a désigné Michel Marivin, qui était élu et qui était membre de notre association, pour le représenter dans les démarches. Donc, ils se sont bien vus que le lotissement n'allait pas se vendre. C'est le cas aussi à Montterrain. Hein, et à Carreau aussi. Alors, ici, j'ai une attestation qui a été faite en 2010 par le maire de Saint-Servan-sur-Oust, Alain Comandou, qui a été appelé par des riverains qui souffraient et qui continuent à souffrir d'ailleurs. Et il dit bien, j'ai pu constater, compte tenu de l'orientation des pales souvent dominant sud-sud-ouest, à divers points des villages, un bruit assourdissant, insupportable à mon goût. Donc voilà, et c'est signé. Donc j'ai enlevé le nom. Et c'est signé M. Comandou. Voilà, ça a circulé sur le net, je l'ai capturé à ce moment-là. Bon, alors, voilà. Et j'ai ici, donc, le CHU de Rennes. CHU de Rennes, donc, c'est l'extrait d'une lettre. Pour rappel, monsieur, madame, présente depuis la mise en route d'un parc éolien proche de leur domicile des symptômes évocateurs d'acouphènes ou de phénomènes de recrutement avec hyperacousie. D'après les patients, ces symptômes sont responsables d'un retentissement sur leur quotidien et leur santé, sous la forme d'une irritabilité, de céphalée, de troubles attentionnels, ainsi qu'un retentissement moral responsable d'épisodes de pleurs, de crises d'anxiété, parfois même d'idées suicidaires. Comme le fait remarquer le rapport d'expertise du docteur Suppy en date du 10 juillet 2012, il existe dans la littérature scientifique un nombre important de constats du même type chez des patients vivant à proximité d'un parc éolien. Alors, quelle est la solution ? Au vu du retentissement actuel, la situation appelle à la plus grande prudence et semble malheureusement illusoire d'espérer une amélioration des symptômes sans éviction de sa cause, la plus probable, à savoir les éoliennes. En pratique, il est important de maintenir le suivi auprès du docteur Intel, etc., etc. Donc la seule solution, c'est l'éviction, c'est-à-dire partir. Mais est-ce qu'on a les moyens d'aller acheter ailleurs? Voilà, on n'est pas forcément très fortuné. Hein. Et on va mettre le reportage. Bonsoir, on va juste faire circuler cette vidéo, ça dure 7 minutes. Moi j'habite dans la zone des 600 mètres à peu près du champ éolien à la Gajanne. Ça fait 10 ans que je me renseigne, alors pas aussi bien que toutes ces personnes là, qui sont intervenues tout à l'heure, et je me renseigne sur les effets de l'éolien, puisqu'il y a, en arrivant à la Gajanne il y a 12 ans, 2 ans après, de mes connaissances me dit, qui est exploitant agricole, a laissé implanter une éolienne à 500 mètres de chez lui, sur une de ses propres parcelles. Donc lui,
avait pour intérêt quand même de bénéficier des indemnités. Et il me dit, ne laisse jamais faire ça chez toi. Si un jour ça doit se faire, toi au bout, pour que ça n'arrive pas. J'étais bien loin de penser que ça allait m'arriver, bien loin. Mais malgré tout, j'ai tout le temps cherché tous ces documents-là qui me faisaient dire il ne faut vraiment pas que ça arrive chez nous. Quelques années après, j'ai eu écho du projet. J'en ai informé la mairie de Carreau, leur indiquant une opposition ferme, très ferme et totale. Parce que quand on entend ce que vient de dire le docteur Castillon, quand on entend tout ce qu'on vient d'entendre ce soir, je n'admettrai pas qu'un de vous mette ça sur la tête de mes enfants. Merci madame. Moi je vais m'asseoir face à vous, c'est plus sympa. Je suis fatigué, mais comme je rentre de vacances et Marcel m'a débauché, je suis toujours en vacances. Je me présente, M. Martin, maire de Campénéac, où il y a chez nous 6 éoliennes. Alors, on a entendu ce soir plein de choses. Franchement, je suis contre. Pourquoi? Alors d'abord, je vais vous expliquer un petit détail, tout ça. Enfantin. Une éolienne, c'est quoi? C'est une turbine qui ressemble étrangement à la dynamo de votre vélo. Tout bête. La dynamo produit de l'électricité que si vous appuyez sur des pédales, donc le vent dans les éoliennes. Elle est utile que si, votre dynamo, elle est utile que si au bout, vous avez besoin d'éclairage sur votre vélo. L'éolienne, elle est utile que si elle produit de l'électricité et que finalement on en a besoin. Or là, on a vu la démonstration, on n'en a pas forcément besoin. Sauf que l'éolien, il est devant vous, et vous l'avez tout le temps, jour et nuit. Qu'il produise, qu'il ne produise pas, qu'il fasse chaud, que ce soit l'été, que ce soit l'hiver. Vous l'aurez tout le temps. Alors, je me permets d'intervenir parce qu'il est des nuisances qui sont peu évoquées. Je n'aurai tout à l'heure. L'une d'elles, c'est effectivement le visuel, c'est indéniable. Lorsque on crée un champ éolien, effectivement, derrière, il y a le visuel qui compte beaucoup. Et c'est regrettable d'avoir devant vous un champ d'éoliennes, 6 voire plus, sachant qu'au moins sur un parc éolien, vous avez toujours une machine qui ne sert à rien. Pourquoi? Parce que la dernière sert de maintenance à toutes les autres. Voilà. Donc il y en a une qui ne produit pas. Elle est là pour le temps qu'une des éoliennes se répare. Voilà. Il y a toujours des opérations de maintenance sur un parc éolien. Donc ça fait une de trop. Sur le visuel, que dire de plus? Effectivement, c'est pas très joli. Et puis, il faut bien en convenir, les chiffres l'attestent, il y en a beaucoup trop en Bretagne, surtout dans notre secteur, qui est continuellement pollué. Alors, un champ de plus, moi je regrette, je ne souscris pas du tout. Parmi les nuisances, il en est une qui a été notée tout à l'heure par ce docteur. Une dynamo sur votre vélo produit un champ magnétique. Un rotor d'éolienne produit un champ magnétique. Jusqu'à maintenant, depuis quelque temps, personne n'a démontré ce phénomène. Chez nous, à Campénéac, ce phénomène existe. Et nous constatons encore cet après-midi sur nos téléviseurs, plus de 150 personnes dans la commune sont victimes de ce phénomène, du champ magnétique que vous multipliez par 6, qui se dirige tout droit sur la commune et qui touche 150 foyers. Le constructeur, saisi de cette affaire, a estimé devoir intervenir. Je constate donc qu'il reconnaît la nuisance. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu constater, dans chacun des foyers concernés, qu'il y avait une nuisance sur le téléviseur. La conséquence, c'était effectivement le champ magnétique qui se développait et s'y dirigeait tout droit sur le nord-est de la commune. Solution. Plan 1, que vous connaissez un peu Hermel, a été saisi pour améliorer le récepteur de chacun des téléviseurs en plaçant
sur chaque maison d'habitation une parabole adéquate avec un décodeur. Sauf que cette parabole et ce décodeur resteront tout le temps sur la maison. C'est stipulé dans le contrat d'installation. Ça veut dire que si vous vendez votre maison, vous n'avez pas le droit d'enlever la parabole et encore moins le décodeur, vous le laissez. Est venue récemment la TNT. Et là, on s'est dit au miracle, on ne sera plus gêné par le phénomène des éoliennes. Pas de bol. Ça continue. Sauf que le décodeur, il n'est plus adapté. Eh bien, je dois vous dire, le constructeur n'a pas trouvé de solution. Et pour clouer le bec à tous les habitants concernés, a distribué pour chacune des victimes des bons d'achat. C'est la stricte vérité. Pour aller acheter ce que vous voulez dans le PRL. Voilà. Donc ça prouve au moins une chose sur ce point précis, c'est que ce phénomène existe et qu'on n'a pas trouvé de solution. Donc, pour ceux qui ne seraient pas convaincus, venez chez moi, vous allez voir, la télévision, elle est brouillée. Alors, je ne suis pas fouteux, moi, mais imaginez l'action, il y a un but, merde, c'est un brouillage, ah, j'ai rien vu. Ah, c'est le drame dans la famille. Voilà, mais voilà, c'est des petites choses, mais que vous le répétez tout le temps, tous les jours, tous les soirs, quand vous avez envie de regarder la télévision, ça fait ni plus ni moins qu'un damier comme sur le décodeur de Canal+. Exactement pareil. Donc ce phénomène existe. Autre phénomène qui est peu connu, autre nuisance. Un parc éolien, il est installé de façon durable. Son socle, qui est aussi grand que ce bâtiment, mais certainement beaucoup plus haut. Les derniers construits sont prévus pour être explosés. Il y a des tubes prévus à l'intérieur pour mettre des dynamites et faire sauter le tout. Sauf que le constructeur n'envisage pas du tout changer son parc éolien. Il restera là où il a été construit. L'éolien au-dessus du bloc sera changé pour un nouveau, tout neuf. Mais vous aurez toujours cette pollution visuelle. Il faut le savoir. C'est très intéressant. Ensuite, un autre phénomène que pas tellement connu non plus. Une éolienne ne fonctionne pas toujours. Mais quand elle ne fonctionne pas, notamment l'hiver, il se forme du givre sur les pales. Et oui. C'est un élément froid. Donc il y a du givre qui se forme dessus. Et figurez-vous qu'à l'Amérique en Péniage, j'ai une belle photo. Quand l'éolienne redémarre, cette masse de glace se détache. Ça fait quelque chose qui doit représenter 1,50 m, qui est projeté au moment où ça démarre, que vous retrouvez à côté de vous comme une épée, enfoncée dans le sol, 20 cm, et tout le reste apparent. Ça vous tuerait un homme de passage dans le secteur ou une vache. Très important. On en parle rarement, mais c'est pourtant la vérité. Voilà, donc, on a dit beaucoup de choses. Marcel, je vous soutiens dans votre démarche. Il faut trouver des solutions, mais franchement, dans notre belle Bretagne, il y en a quand même assez. Hein. Ça suffit. Trouvons autre chose, mais pas là. C'est pas la peine de gâcher notre paysage. Je vous remercie. Autre question aussi qui a été évoquée, ici c'est dans Planchamp, donc Planchamp, ça c'est le site de Planchamp, votre site d'expertise agricole. Des problèmes en rafale, tout a débuté en octobre 2012. À l'époque, le projet de parc éolien des Quatre Seigneurs, validé par le préfet quelques mois auparavant, en est aux fondations. C'est à partir de là que nous avons connu les premiers soucis dans l'élevage, révèle Didier Petiron. Mais nous nous sommes rendus compte, bien après que cela pouvait en être la cause. Baisse de production, montée du nombre de cellules, problèmes comportementaux des animaux deviennent encore récurrents. En juin 2013, les éoliennes entrent en service et les difficultés s'accentuent. Nous avons rencontré de manière inexpliquée des difficultés de vélage avec des vaches pas dilatées, des non-délivrances, mais aussi des problèmes cardiaques ou respiratoires. Chez Céline Bouvet, les effets sont différents, mais tout aussi graves. Mamite en série, vaches refusant d'entrer dans les bâtiments ou dans la salle de traite. Donc voilà, ce sont des choses qui existent. Ici aussi, il y a ce patrimoine. Hein.
on est quand même relativement proche de Ploermel, relativement proche de Malais 3, et à Montterrain, on a un beau patrimoine. Hein. Donc, je crois que tout ça est à prendre en compte. Et je vais laisser la parole à Jean-Michel pour les... comment faire une enquête publique? Comment faire pour la... Effectivement, en fait, parmi toutes les personnes qu'on a pu rencontrer depuis 15 jours, 3 semaines, parfois on nous a dit mais comment est-ce qu'on peut faire pour vous aider et comment est-ce qu'on peut faire pour que ce champ éolien ne voit pas le jour. Alors, soyez certains d'une chose, c'est qu'il n'y a rien de fait. C'est-à-dire que si on ne fait rien, effectivement, il va arriver, c'est certain. Moi, depuis que je sais que Mme Robic était avec nous, et puis vous voir tous ici, je suis persuadé que ce projet n'est pas fait encore. Il faut qu'on soit efficace. Alors, l'enquête publique n'est pas terminée. Il faut absolument que chacun d'entre vous envoie soit un courrier à la mairie, là, dès demain, courrier postal, ça arrivera avant vendredi, vous l'adressez comme à l'attention de Madame la commissaire enquêtrice, enquêtrice. Ça, c'est le moyen le plus simple. Hein. Ou alors, vous le faites sur un petit courrier et vous allez le déposer directement en mairie. Vous le remettez à la secrétaire de mairie, elle le mettra dans le dossier d'enquête publique. L'autre moyen, c'est d'envoyer un mail sur l'adresse mail de la mairie.caro@wanadoo.fr, mairie.caro@wanadoo.fr. Vous indiquez que ce message est à déposer au sein de l'enquête publique, ou le ROC, ou à la mairie du ROC. Vous pouvez très bien effectivement déposer vos courriers à la mairie du ROC aussi, hein, du ROC Saint-André. Donc voilà, déposer en mairie. Donc 21, de 14h à 17h, pour rencontrer aussi la commissaire enquêtrice. La clôture de l'enquête publique, c'est vendredi prochain. Alors, pour les courriers, il ne faut surtout pas attendre vendredi. Si vous vous manifestez lundi, le préfet en tiendra pas compte. Ça, c'est certain. Faites un courrier par membre de la famille, pas un courrier par famille. Allez, le porteur de projet, lui, tout ce qu'il peut, il rameute. Hein, tout ce qu'il peut, il rameute. Comment est-ce que Madame Robic peut nous expliquer ça un peu plus dans le détail, mais c'est un paquet de pour, un paquet de non, et puis je pèse le pour et le contre. Donc voilà, je ne sais pas combien il est ce soir, mais là, il faut que tout le monde envoie un courrier. 200. On est à peu près 200. Bravo. Donc n'oubliez pas papy, mamie, tonton, tata, les cousins, les cousines, ceux qui sont proches, ceux qui sont loin, puisqu'elle en tient compte. Il faut que dans vos courriers d'opposition au projet, il faut que vos courriers soient pertinents en mettant vos observations, vos propositions. Allez pas chercher très loin, hein, mais dans l'autre document, il y a un autre document où, juste pour vous aider, c'est un titre vraiment indicatif, mais indiquez le nom, le prénom, l'adresse, la date, à l'attention de Madame la commissaire. Je m'oppose fermement à ce projet d'éolienne sur le site du shelter. Les raisons que l'on pourrait donner, alors ça c'est important, parce qu'on a beaucoup parlé de la santé, c'est très important. Pourquoi faire du développement durable si on ne met pas l'humain au milieu de tout ça? Moi je suis passionné de développement durable, je suis passionné de la nature qui m'entoure, mais surtout de développement durable. Mais faire l'écologie comme ils sont en train d'en faire, hein, c'est l'écologie d'opportunisme, d'opportunité, de l'écologie financière, et ce n'est pas du développement durable. Surtout, n'acceptez jamais qu'une de ces personnes qui est pour le projet vous dise « je fais du développement durable ». Ce n'est pas ça le développement durable. Le développement durable, il doit se faire avec vous, avec l'humain. Si on n'en tient pas compte, c'est plus du développement durable. Alors, un élément important, c'est que sur les éléments que l'on peut indiquer dans vos courriers, c'est le changement du paysage depuis votre village, le changement de vue. Les éoliennes vont changer la perspective du paysage. Ce site ne vous appartient pas, le site du shelter ne vous appartient pas. Alors c'est une phrase de Madame Robic, je ne l'ai pas vue souvent, mais on s'est vu une fois ou deux et elle dit beaucoup de choses intéressantes. C'est mais le paysage vous appartient et le préfet y est sensible. Le site du shelter
shelter ne vous appartient pas, mais le paysage que vous voyez sur ce site, ça vous appartient. Donc défendez-le. Il y a un effet sur la perspective en pleine nuit. On l'a évoqué tout à l'heure, c'est le maire de Campagnac qui a bien dit, ou M. Castillon, sur les effets néfastes de ces feux clignotants permanents à l'extrémité des éoliennes. Imaginez, les derniers temps, il faisait très chaud. Je pense que vous étiez nombreux à dormir la fenêtre ouverte. Pour ceux qui sont je dirais à 500 mètres, je dirais on ne les verra peut-être même pas, ces feux clignotants. On aura d'autres conséquences, mais ceux qui sont un peu plus loin, la fenêtre ouverte, le bruit, en pleine nuit, il n'y a pas un bruit là cet été là. Le bruit, on va l'avoir. Et ces feux clignotants, parce que quand on ouvre les fenêtres, on ouvre aussi le volet. Et là, c'est terrible. Là, c'est terrible. Alors, voilà, n'oubliez pas ça. Hein. La santé, c'est une chose, mais la loi ne nous aidera pas forcément à nous protéger. Ce qui va nous aider, c'est le changement de paysage. Le préfet est très sensible à ça. Il est aussi très sensible à l'effet, au dérangement de la faune, voire la disparition d'une certaine faune. Il est bien indiqué dans l'enquête publique réalisée par le porteur de projet que l'on va risquer une destruction d'une certaine faune. Il l'admet. Voilà, avec des conséquences sur la reproduction. Donc, certaines faunes, les lièvres, les renards, les chevreuils, bien sûr, mais aussi, surtout les amphibiens, parce que chose énorme dans ce projet, c'est que samedi soir, j'étais jusqu'à de 9h30 à 10h30 sur un des points les plus hauts du shelter, là, et l'éolienne la plus proche de la Gajale, elle va être située alors, au moins 20-30 mètres en dessous. C'est incroyable. Pourquoi est-ce que cette éolienne n'est pas mise avec les autres, beaucoup d'autres? Je ne comprends pas, j'arrive pas à comprendre ça. Et elle est au pied, en amont d'une zone humide. Alors, je crois que M. Hélin, l'autre jour, nous avait expliqué que dans ces machines-là, il y a à peu près 1 tonne d'huile. Imaginez, quand il y a une catastrophe à se produire, on accepte de mettre une éolienne en contrebas dans une zone où il n'y a pas assez de vent, donc on la monte jusqu'à 180 mètres. Et pourquoi est-ce qu'on la met aussi bas que ça? Il faut la monter, celle-là. Il y a des trucs que je ne comprends vraiment pas ici. Donc parlez bien des amphibiens dans cette zone humide, toute cette faune, et aussi la bifaune. En fait, le porteur de projet admet qu'il va détruire le busard Saint-Martin, qui est protégé, les embouts de vent. Moi, j'ai découvert qu'il y en avait ici, il y a un mois, je ne sais pas s'il y a des gens de Montneuf ou de cette région-là ici, il y a un mois, j'ai vu sur l'ouest de France, cette commune-là a tout compris, c'est qu'au lieu de détruire la nature, ils organisent des journées découvertes, des soirées découvertes, notamment de l'embouts de vent sur les landes de Montneuf. Ça, c'est du développement durable. Apprendre aux enfants où se cachent les embouts de vent et comment est-ce qu'il faut les protéger. La présence du pic noir que personne n'a relevé dans l'étude d'impact, alors que moi et Gilbert au moins on l'a vu au moins une fois, et je l'ai revu à ma grande surprise le 12/7, parce que je dois passer un peu plus de temps dans ces boîtes depuis quelques temps. Alors il est bien présent. Les chauves-souris, ça c'est très très important. Samedi soir, il y avait des centaines et des centaines de chauves-souris. Le projet dit il y a uniquement 2 éoliennes sur cette zone boisée. Faux, complètement faux. Il y a 5 éoliennes qui sont situées soit dans le bois, soit en lisière de bois. Et toutes les études sur ces chauves-souris qui observent prouvent que toute éolienne placée dans le bois ou à proximité du bois vont les tuer. Alors, une chauve-souris, ça ne se reproduit qu'une seule fois par an. Ça fait juste un bébé chauve-souris. Surtout sur des espèces aussi menacées que celle-ci. Et on estime, ici, il a fait une estimation avec 2 éoliennes qui vont détruire 38 chauves-souris par an. Seulement, effectivement, si on enlève les 3 éoliennes qui sont dans le bois ou en bordure, on ne trouve plus le même chiffre. Donc, on ne va pas détruire une centaine de chauves-souris, mais au moins 3600. Donc, ce projet va détruire un site sur lequel vous pratiquez peut-être la marche, la randonnée. Vous amenez vos petits-enfants pour leur faire découvrir la nature, les espèces animales et végétales. Alors, il ne faut pas se poser 36 questions. Voilà, je suis un passionné de nature, je vais me promener dans cette forêt. Il faut l'indiquer. Il faut indiquer que vous avez envie de continuer à le faire. Il faut signer et puis envoyer tout ça à la commissaire enquêtrice. Jacques Micusinski, je suis adjoint maire de Versailles, adjoint de finance. Alors, moi je voudrais aborder
aborder, hein, parce que je n'ai pas toutes les connaissances, tout ce qui a été développé dans tous les domaines, mais sur un plan financier, je désirais intervenir parce qu'on se dit, bon ben voilà, on va construire des éoliennes, c'est une manne, ça va rapporter plein d'argent, ça va rapporter à la commune. Je pense que Lunari ne va pas dire le contraire, ça ne rapporte rien à la commune. Alors, si vous voulez, quand on construit ça, il y a en fait 4 impôts ou taxes. Le premier impôt, c'est l'impôt foncier. Alors, l'impôt foncier, il rapporte à qui? À la commune de Carreau. Mon terrain, là-dedans, il va rien toucher. Alors, comment est-ce qu'il calcule cet impôt foncier? On dit, un grand bâtiment comme ça va rapporter. Alors en fait, c'est un peu une déformation professionnelle, hein, puisque moi j'étais dans les finances. Alors, comment est-ce qu'on calcule l'impôt foncier pour la commune de Carreau? C'est un bâtiment industriel, avec un mode d'évaluation qui est tout à fait particulier. Bâtiment industriel, c'est déterminer la base, c'est le prix de revient en matière de bâtiment industriel, multiplié par 8%. Donc, on se dit, voilà, on va élever ces éoliennes, il y en a pour quelques millions d'euros. Donc, quelques millions d'euros, et en fait, quand on calcule cette base, il faut extraire toute la partie offshore. Toutes les pannes, tout le système, ça ne rentre pas dans la base. Seul le béton va rentrer dans la base. C'est-à-dire que quand vous faites 100 000 euros de béton, eh bien ça va rapporter moins de 300 euros à la commune à la minute. Alors si on a 1 million de béton, on aura, je crois que là, le maire d'une commune qui dispose d'éoliennes ne me contredit pas. Alors vous voyez, très peu d'intérêt financier pour la commune de Carreau. Après, il y a quand même un élément qui rapporte pas mal, c'est ce qu'on appelle les SICFER, c'est une imposition forfaitaire sur les réseaux d'électricité. Et là, c'est calculé en fonction de la puissance. Alors, en gros, quand on a 3000 kWh par éolienne, le rapport est de l'ordre à peu près de 20 000 euros. 20 000 euros qui ne reviendront pas à la commune, mais en partie à la communauté de communes et en partie, en fait, à la région. 70% et 30%. Donc, ce qui fait qu'à la communauté de communes, il va revenir à peu près 12 000 euros par éolienne. La communauté de communes. La commune ne profite absolument de rien. Donc, on fait une éolienne ici, il y a des nuisances à mon terrain, à Carreau, et ça va pouvoir amener un petit peu d'argent, un petit peu de revenus dans les communes de Guerre, de Baignon, enfin, etc. Mais ici, ça a très peu d'impact. Alors, est-ce qu'il vaut mieux pas s'occuper de diminuer les charges plutôt que d'essayer d'avoir des profits de manière complètement désordonnée comme ça? Alors en gros, on sait qu'à 12 000, s'il y a 8 éoliennes, on arrive à peu près à 100 000 euros. Et quand on est en charge des finances, Marcel Benoît connaît bien le problème également, bon, il y a deux manières de pouvoir éviter d'augmenter les impôts, ou bien on développe les produits, ou bien diminue les charges. Et si on ne peut pas augmenter les produits, ben, il y a encore une solution, ben, c'est peut-être de s'attaquer aux charges. Je sais que la période risque d'être difficile pour les collectivités territoriales. Pas plus tard que cet après-midi, le président de la République a repris un peu le discours qui a été développé par le Premier ministre, et on sait que les collectivités territoriales, après avoir eu l'obligation de diminuer, de voir diminuer leur dotation de 10 milliards d'euros, c'est l'effort de l'ensemble des collectivités territoriales, eh bien on va nous en mettre une couche de plus de
rien n'est défini actuellement, mais on sait qu'on va tous souffrir. Hein, donc, mais pour autant, il ne faut pas qu'on se laisse aller sur le développement de projets comme ça. C'est une opinion toute personnelle, mais je pense qu'on ne doit pas se laisser aller pour détruire absolument tout, tout ce qui est beau, tout ce qui est agréable en Bretagne. Non, donc les autres impôts, c'est très bonne chose, donc je ne vais pas développer.